Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième rendez-vous dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé, dont nous trouvons pour ce jeudi dans le cadre de ce webinaire consacré tout particulièrement aux actions en faveur des aidants familiaux, donc en Martinique et en Guadeloupe. Donc, comme pour les précédents rendez-vous, on retrouve Suzy Ridache, donc, qui est la coordinatrice régionale de France Assos Santé Martinique. Et Bonjour puis, tout le monde, bonjour bienvenue. Suzy, voilà, donc qui sera chargée de tout ce qui est animation du chat, recueillir vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat. Et puis, il y aura aussi des sondages. Donc, restez en alerte. Et puis, nous accueillons pour le sujet du jour nos invités. Je souhaite aussi me présenter, Johanna Thomas, donc je suis la coordinatrice régionale de France Assos Santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc c'est une co-animation, une co-organisation pour cet événement. Donc du coup, les présentations des deux organisateurs étant faites, on peut passer à nos intervenants. Donc tout de suite, je présente et je vous demande d'accueillir Jean Sabin, donc, qui est le président de l'association Aidons nos aînés et nos aidants, donc basée sur la Guadeloupe, ainsi que Candy Clotilde, qui est la coordinatrice de cette association. Bonjour, Monsieur Sabin. Bonjour, Madame Clotilde. Bonjour à Bienvenue. tout le monde. Bonjour, Johanna. Voilà. Et puis, côté Martinique, nous accueillons Marine Gorel, qui est la chargée de mission de l'Association martiniquaise des aidants familiaux. Bonjour, Marine Gorel. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde. Voilà, donc merci vraiment de venir avec nous animer ce webinaire. On a souhaité aujourd'hui consacrer ce webinaire sur les actions parce qu'on s'est dit que hier, on a vu tout ce qui tournait autour des droits des aidants familiaux et de l'importance aussi du rôle de l'aidant dans le parcours de soins. Mais on s'est dit, on ne vous laisse pas comme ça. On ne vous laisse pas partir comme ça. Il faut absolument qu'on vous donne aussi des outils concrets, des ressources aussi sur lesquelles vous appuyez, vous aidant et ceux qui y participent aussi, qui peuvent relayer également ces informations. Donc, c'est la raison pour laquelle on va tout de suite commencer par l'action de l'association Aidons nos aînés et nos aidants, donc qui œuvrent en Guadeloupe. Je vous laisse la parole, Monsieur Sabin, Madame Clotilde, pour nous dire ce que vous faites de bon en Guadeloupe pour nos aidants et nos aînés, apparemment aussi. Voilà. Bonjour tout le monde. On va vous présenter le projet que nous avons réalisé en Guadeloupe, qui est un projet expérimental, hein, je tiens à le préciser. C'est du répit à tout moment et en toute simplicité. Et donc, nous avons mis ce dispositif en place sur les 6 derniers mois de l'année 2020. Donc, voilà. Donc, le projet se décompose comme suit, hein, avec un sommaire, une présentation, un contexte. On y passera peu de temps parce que tout le monde connaît bien le contexte des Antilles. Présentation donc du projet en lui-même, de l'application, l'équipe, le planning, les objectifs, etc. Donc, on va tout de suite commencer par une présentation vidéo qui dure 3 minutes. Nous n'avons pas le son. Vous n'avez pas le son, vous n'avez que l'image. C'est ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas le son? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Mais du coup, c'est vrai que ça va être plus compliqué.
à plus comprendre compliqué. si, voilà, à comprendre si nous n'avons pas le son, peut-être. Il y Mais a dites-nous peut-être en 2 mots Oui, de donc quoi. c'est la suite de la présentation. Donc, Mhm, une association qui a été créée en 2018 et on s'est tout de suite penché sur quel était le besoin réel des proches aidants. Okay, et donc, on s'est aperçu que les proches aidants avaient un besoin relativement simple, c'était celui de pouvoir se reposer quand ils voulaient et pouvoir solliciter une ressource, mais de façon très facile. Voilà, c'était ça, la flexibilité, la simplicité. Et donc, d'accord. nous avons travaillé et réfléchi pour pouvoir savoir comment répondre à cette demande. Alors, bien évidemment, il y a quand même un contexte. Hein. Le contexte, c'est, voilà, sur le territoire de la Guadeloupe comme sur celui de la Martinique, c'est le vieillissement de la population, c'est les enfants, alors qu'on avait des familles nombreuses avant, aujourd'hui, on sait bien que les familles nombreuses, c'est du passé, les enfants vont faire des études à l'étranger et ils souvent restent à l'étranger, enfin quand je dis l'étranger, c'est en dehors du territoire, et donc on a des constats, c'est que un vieillissement de la population et en même temps, on a une absence de structures, de moyens, de solutions pour répondre à ce vieillissement de la population. Et pour ceux qui restent, bien évidemment, il y a un accroissement de la charge avec bien évidemment un épuisement et cet épuisement des aidants amène parfois même à ce qu'il y ait des décès avant même la personne aidée. Donc, la présentation du projet Anaïs, eh bien, c'est qu'à partir donc de ces observations de terrain, mais aussi en même temps corroborées par des études universitaires, aussi bien en France qu'en Suisse et qu'au Canada, ben c'est sur le territoire de la Basse-Terre, d'accord, du Nord Basse-Terre, sur le CNBT, nous avons donc mis en place pendant 6 mois, de décembre à juillet, donc pour une quarantaine de familles, hein, bien évidemment, on ne peut pas couvrir tous les besoins, mais au moins pour qu'on puisse vérifier cette expérimentation, quarantaine de familles, donc la possibilité de solliciter, de planifier un répit ponctuel, et j'insiste bien sur cet aspect ponctuel, donc d'un minimum de 2 heures, aller à un maximum de 12 heures, de 7 heures du matin à 22 heures. Avec, bien évidemment, une organisation novatrice et s'appuyant sur une application numérique. Alors, pour qu'on comprenne bien quel était notre système de référence, nous avons regardé un guide méthodologique mis en place en France par la MSA, financé par la CNSA, s'inspirant d'un modèle québécois qui s'appelle le baluchonnage. Simplement, le baluchonnage, comme le dispositif Mulder, ce sont des dispositifs où il y a nécessité d'avoir une planification du répit. Exemple, si je veux pouvoir me reposer, il faut que je puisse être en capacité de signaler que je veux me reposer pendant 3 jours, par exemple, mais dans 15 jours, etc. Or, les aidants, en fait, ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne fonctionnent pas. L'épuisement de l'aidant, ça ne se planifie pas. Un aidant, quand il est épuisé, c'est parce que la belle-mère, elle a fait la java toute la nuit parce qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer en phase avancée et que j'ai simplement besoin un dimanche après-midi de faire ma sieste. Et là, il n'y avait pas de dispositif facilement mobilisable pour pouvoir me permettre de pouvoir faire ma sieste. Eh bien, nous, on s'est penché sur cette problématique-là. Et donc, c'est pour ça que vous avez ce diagramme, parce que tous les dispositifs, que ce soit Mulder en France ou que ce soit le baluchonnage au Québec, il y a toujours une planification de 8 à 10 jours pour pouvoir avoir une intervention.
Or, nous, avec l'application numérique, eh bien, on planifie le répit le matin pour l'après-midi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien évidemment, à condition que les personnes aient été enregistrées sur la plateforme, et ça, Candy Clotilde pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et bien évidemment, une fois qu'une prestation a été réalisée, l'important, c'est de pouvoir évaluer si la prestation était satisfaisante, si l'aidant a pu effectivement apprécier la qualité du service. Tout ça, c'est ce que nous faisons au travers d'une évaluation systématique en fin de mission. Voilà. Donc, l'équipe projet, ben, c'est des gens qui se sont impliqués sur le dispositif, 3 personnes essentielles, hein, c'est donc Jean Sabin, Hervé Turlans et Sylvia Blanche-Barbat, donc 3 personnes, des bénévoles, qui se sont impliqués sur la création, la réalisation, la modélisation et le maquettage de cette dispositif. Et puis après ça, bien évidemment, il fallait quelqu'un pour le mettre en forme, hein, et le mettre en application sur le terrain. Et ça, c'est Candy Clotilde, notre coordonnatrice, qui pourra s'exprimer tout à l'heure. Ça n'a pu se faire, bien évidemment, que parce que nous avions des partenaires. Alors, partenaires que on a sollicités et des partenaires qui ont trouvé le projet et l'initiative suffisamment intéressante pour le financer. Et là, je veux signaler que ce soit la région Guadeloupe, que ce soit le ministère de l'Outre-mer, que ce soit la Caisse générale de sécurité sociale et l'ARS, pour ce qui est des partenaires publics et des partenaires privés, que ce soit Orange, le Crédit Agricole ou la Mutualité française. Je passe la parole à Candy. Voilà, donc comme Jean l'a dit tout à l'heure, l'association a été créée en 2018, mais au préalable, il y a eu bien évidemment la rédaction du projet, la recherche de financement et évidemment beaucoup de recherches avec, au niveau des revues de littérature afin de bien ficeler le projet. Donc en 2018, l'association a été créée. Puis, on a commencé à mettre en place l'organisation et la conception du projet et le développement de l'application numérique dont Jean a parlé tout à l'heure. En 2020, on a formé les RPO, donc les relayeurs partenaires occasionnels. Ce sont eux qui se rendent sur le terrain pour pouvoir effectuer les missions de répit. Et nous avons également commencé l'expérimentation en juillet 2020 jusqu'en décembre 2020. Nous avons dû interrompre le tout malgré les demandes en 2021 pour tout un tas de raisons qu'on précisera sans doute par la suite. Voilà. Donc, nous espérons reprendre en juillet 2021 une nouvelle expérimentation sur un autre territoire. Et évidemment, par la suite, 2023-2024, étendre le projet à d'autres territoires. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc, pour monter ce projet, évidemment, il fallait fixer des objectifs et les indicateurs pour qu'on puisse évaluer le bien fondé de ce dispositif. Donc, Jean l'a évoqué tout à l'heure, on avait prévu un nombre de familles qui était de 40 sur 5 communes du Nord Basse-Terre. Donc, c'était Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, Petit-Bourg et Goyave. Ensuite, on avait aussi prévu un certain nombre de familles qui utiliseraient le dispositif et qui l'utiliseraient également à plusieurs reprises et un nombre d'heures d'expérimentation qui était de 1440 pour un nombre d'interventions de 250. Et donc, pour évaluer notre dispositif, les indicateurs étaient bien évidemment le taux de satisfaction des aidants, les enquêtes qualitatives, le nombre d'outils créés, le nombre d'interventions, le nombre d'heures d'intervention et également le nombre de non-réponses aux demandes d'intervention. Puisque nous avions 7 RPO
à ce moment pour effectuer les missions. Donc voilà. Et en dernier lieu, évidemment, le taux d'appréciation de l'application de la part des relayeurs et des aidants. Alors, concernant le budget, alors, c'est 5 postes qui se dégagent, hein, à savoir quand même le poste informatique numérique, hein, qui a été le principal poste de dépense. Après ça, ça a été la rémunération des RPO, hein, puisqu'ils étaient donc rémunérés, les RPO, au taux de 18 € de l'heure. Après ça, ça a été la formation. Alors, au-delà du fait que nous avons choisi d'avoir recours à des pompiers volontaires pour pouvoir se faire, bien évidemment, nous avons aussi souhaité leur donner un complément de formation sur l'être et le savoir-être. Enfin, les 2 derniers postes, eh ben, c'est un peu de budget pour l'administratif et un autre pour la communication. Candy ? Voilà. Et donc, le bilan de toute cette expérimentation, cette première expérimentation, a été très positif. Sur 6 mois, nous avons donc rempli quasi la totalité de nos objectifs, c'est-à-dire que nous avons pu avoir nos 40 familles. Sur ces 40 familles, 36 ont utilisé le dispositif, mais aussi 30 l'ont utilisé à plusieurs reprises, 2 fois en tout cas, minimum. Et le nombre d'heures pour l'expérimentation a été au final 861 heures pour un nombre d'interventions de 285. Donc en majorité, 36 familles sur 40 ont utilisé le service de répit de courte durée. Nous avons effectué 285 missions avec un total de 861 heures et 7 RPO pour ce faire. Voilà, donc en globalité, on a réussi cette expérimentation. Donc, si maintenant on tente de faire une synthèse de ces 6 mois d'intervention, on avait quand même contacté une 60aine de familles, mais on a bien vu qu'il y en a qui ne pouvaient pas se qualifier, hein. Exemple, nous, il fallait absolument avoir un téléphone, un smartphone. Bon, les téléphones à clapet, c'est joli, mais c'est un peu antique, donc inadapté. Par ailleurs, on voit bien sur les 2 diagrammes que le temps de passer en mission, ben, c'est majoritairement de la courte durée, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce qui représente là 91%, et on voit bien que ça répond bien à un besoin. Et on voit aussi que la demande est assez équilibrée sur les 7 jours de la semaine. Donc, on voit que là, il y a effectivement non seulement une réponse en termes de temps, mais en même temps une réponse en termes de répartition, une bonne répartition sur la semaine. On peut le dire, l'indice de satisfaction est de 97% chez les aidants, c'est-à-dire que ça répond bien à leur demande, la qualité du service était excellente. On peut dire aussi que nous avons choisi que nos relayeurs soient des auto-entrepreneurs pour une raison relativement simple à comprendre, c'est que à partir du moment où on demande de la flexibilité, le cadre juridique qui s'impose naturellement, c'est celui d'être un auto-entrepreneur. On ne peut pas imaginer, et c'est ce à quoi a été confronté l'ensemble des dispositifs qui ont vu le jour en France, aux contraintes liées au statut de salarié. Il fallait avoir donc ce statut d'auto-entrepreneur, mais en même temps qu'on demandait de la flexibilité, nous nous sommes assurés que les relayeurs étaient bien payés, 18 € de l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous ne voulons pas que le mot flexibilité soit associé au mot précarité. Donc, voilà un petit peu quelle a été la démarche que nous avons initiée. Et comme l'a très justement dit Candy tout à l'heure,
Nous sommes actuellement en préparation d'une seconde phase sur un autre territoire en Guadeloupe, tout en pouvant répondre aux familles qui ont participé à la première expérimentation. Et pour ça, bien évidemment, il faut qu'on continue à mobiliser des fonds publics pour pouvoir se faire. Voilà. Nous vous remercions de votre attention et bien évidemment, vous avez nos références qui apparaissent à l'écran et en tout état de cause, on reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur Sabin, merci Madame Clotilde pour cette présentation. Donc, en effet, on a là vraiment une action expérimentale, innovante, du coup, sur le territoire. Et c'est vrai que Suzy, j'ai vu que sur le chat, il y avait quelques réactions, questions sur cette action. Donc, je te laisse. Oui, tout à fait. Donc, du coup, il y a François qui demandait à Monsieur Sabin qu'est-ce qu'il en était de votre situation actuelle, notamment au niveau des subventions, parce que lui, il avait entendu que les subventions étaient supprimées. Or, il sait que, comme vous l'avez dit, votre projet repose beaucoup sur la loi du droit au répit. Est-ce que vous avez été impacté par cette suppression de subventions? Est-ce que vous êtes au courant? Non, nous, les subventions sont en cours d'instruction, mais a priori, il n'y a pas de problème. Pas de problème majeur, non. Nous, ce qui aujourd'hui est plus une question qui nous retarde dans la mise en place, c'est le confinement, c'est le fait qu'on ne puisse pas rencontrer les gens qu'on veut rencontrer, c'est le fait qu'il y ait des blocages avec les grèves dans les municipalités, c'est tout ça. Mais sinon, non, au niveau des subventions, il n'y a aucun problème. On est, au contraire, les instances sont très favorables. D'accord, merci pour cette réponse. Du coup, Johanna, je n'ai pas vu d'autres questions ni réactions. Ah si, il y a François qui dit également qu'il a des familles. Donc, je précise que François, c'est le président de la délégation Martinique de France à 60 pas Martinique, Guadeloupe. Autant pour moi, l'habitude de dire Martinique, les racines. Et il dit qu'en fait, il y a des familles qui l'ont déjà contacté pour lui dire que ces familles-là n'avaient pas accès, ne pouvaient pas profiter à ce système. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, il y a un nombre de familles, c'est ça. Mais là, je sais ce que Candy répond. Oui. En fait, ça dépend dans quel cadre ce serait des familles qui nous auraient contactés et qui n'auraient pas pu bénéficier du dispositif, c'est ça? Alors, effectivement, c'est vrai que la question n'est pas précisée. Donc, qu'on va faire, c'est qu'on va inviter François à vous contacter ultérieurement pour voir, puisque c'est vrai que c'est une question un peu plus spécifique que les autres. Sinon, Johanna, comme je t'ai dit, la présentation était très claire. Il n'y a pas de questions, du coup, par rapport à ça. Ah oui, et puis aussi, juste si je peux me permettre, donc effectivement, malheureusement, la vidéo du début, on n'a pas entendu le son. En fait, tout le monde n'entendait pas le son. Donc, j'ai proposé aux participants qu'on la mette ultérieurement sur nos sites Internet. Lorsque nous allons relayer les replays, etc., on mettra en annexe, en pièce jointe, votre vidéo. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer le lien YouTube. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a une question, excusez-moi, du coup, qui vient d'arriver. Alors peut-être que la personne vient d'arriver. Est-ce qu'on peut expliquer, encore une fois, pour les RPO en auto-entrepreneur, comment ça se passe? Je pense que c'est ça la question. Oui. S'il vous plaît. D'accord. Alors, comment ça se passe? Pour ça, il faut que je vous prenne un exemple très, très, très simple. Vous construisez une maison. Non, mais vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Vous construisez une maison et vous avez besoin, quand vous construisez une maison, d'un menuisier, d'un maçon et d'un plombier. Quand vous construisez une maison et que vous avez besoin de faire la plomberie, vous appelez un plombier et lui, le plombier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va généralement vous envoyer un ouvrier qui, lui, va faire les travaux de plomberie. Bien. Quand vous avez une fuite d'eau dans votre salle de bain un dimanche,
qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un plombier. Eh bien, le plombier qui vient le dimanche, c'est pas le même plombier que celui qui a installé votre salle de bain. C'est-à-dire que celui du dimanche, c'est nécessairement un chef d'entreprise. Ça ne peut pas être un salarié. Pourquoi? Parce que quand vous appelez, et là, vous avez une personne qui va se mobiliser au pied levé, de façon ponctuelle, de façon à répondre à votre demande. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les relayeurs sont des auto-entrepreneurs qui répondent à un besoin ponctuel, non planifiable. Et donc, par conséquent, il faut qu'il y ait cette capacité juridique à encadrer une personne qui va travailler, mais qui ne peut pas être un salarié, qui ne peut pas avoir le statut de salarié. Voilà. C'est vraiment notre spécificité, mais ça a pris des mois pour qu'on puisse faire comprendre pourquoi nous avions choisi ce type de forme juridique pour les intervenants. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, je pense que oui, sinon Mickaël va se prononcer, mais toujours en restant du coup sur les RPO, puisqu'il y a eu une question. Marie-Noël vous demande, est-ce que vous avez déjà eu des freins ou des objections de la part des RPO à se mettre sous le statut d'indépendant, pardon. Est-ce que vous avez cette situation-là? C'est déjà présenté. Alors, d'abord, le recrutement des RPO, ça nous a pris du temps, hein, 1 an pour recruter les RPO. Pourquoi? Parce que spontanément, on a été vers Pôle emploi. Okay, puisque Pôle emploi a trouvé là la possibilité de répondre à un vrai besoin, une création d'emplois, puisque sur les 3 prochaines années, on peut imaginer à peu près la création entre 200 à 300 emplois. Donc, Pôle emploi a été très favorable au projet. Simplement, on s'est aperçu que la demande était une demande qui était une demande pour être avec soit un CDD, soit un CDI. C'était les contraintes que nous imposait Pôle emploi. Or, comme je vous ai expliqué, on ne peut pas répondre aux besoins du répit de courte durée à domicile avec un statut de salarié. Donc, il y a là eu un vrai schisme, si vous voulez, entre la demande de Pôle emploi et ce qu'on était, nous, faire. Par contre, une fois qu'on a sélectionné les RPO, on a bien expliqué quelle était la contrainte qui était celle liée à l'expérimentation. Et par contre, on n'a eu aucun problème avec les RPO. Et sur les 6 mois, entre celui qui a fait le plus de missions et celui qui en a fait le moins, l'indice de satisfaction est le même. Et donc ça, si vous voulez, c'est aussi un élément important. Mais à partir du moment où vous expliquez convenablement quel va être l'encadrement juridique, à partir de là, les gens ne s'y opposent pas. Okay. Ceux qui s'y opposent, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris quelle était la démarche. Mais à partir du moment où vous expliquez la démarche, c'est clair, il n'y a vraiment pas eu de souci. D'accord, merci. Il y a d'autres questions, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais toutes vous les dire, donc il doit en avoir encore 3, comme ça, soit vous ou Madame Clotilde pourra y répondre. Donc là, ça concerne le périmètre d'intervention en Guadeloupe de votre association. Donc Germain demande une précision là-dessus. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Germain demande aussi, est-ce que le choix dépend-il d'un diagnostic territorial ? Enfin, il y a Mylène qui demande quels sont les critères de sélection professionnelle pour être RPO. Et Marie-Noël qui demande quel est le socle de formation ou de prérequis que vous avez défini en fait pour ces RPO. Voilà, je pense. Les questions sont claires, c'est bon? Oui, c'est ça. Super. Je vous laisse répondre. Très bien. Oui, Madame Clotilde. D'accord.
Et excusez-moi, pardon, juste avant, excusez-moi, Madame Clotilde. Juste, je vais vous demander, donc, à chacun d'entre nous, il faut qu'on coupe nos micros lorsqu'on ne parle pas, parce que j'ai plusieurs petites interruptions en aparté pour me dire qu'il y a des bruits de fond, en fait, et c'est ça qui empêche les autres personnes de bien entendre. Merci à vous. Très bien. Donc, du coup, la première question, c'était le territoire, c'est ça? Non, en fait, c'est-à-dire qu'on a choisi le territoire Nord-Basse-Terre parce que bon, il était prévu aussi d'aller vers d'autres territoires par la suite, mais ça n'a pas, ça a été en fonction du réseau en fait, plus et puis du lieu où était placé le siège au départ. Donc il n'y avait pas réellement puisque de toute façon en Guadeloupe il doit y avoir au moins 20 000 aidants familiaux, donc il y en a partout. Mais vraiment partout, il n'y a pas de territoire spécifique. Et puis, en plus, je ne sais pas si on a réussi à avoir précisément, il n'y a pas de base de données, en fait, sur les aidants. Donc, du coup, c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir précisément où est-ce qu'il y aurait plus de concentration. Voilà. D'accord, merci. Donc, pour les autres questions, notamment sur les critères de sélection, je crois que, sauf si c'est moi qui n'ai pas bien entendu, parce que je vous avoue que pour moi, malheureusement, ça coupe. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. Oui. Bah, les critères de sélection, c'est simple. Comme nous, notre association n'était pas connue, il nous fallait tout de suite être en capacité de pouvoir établir un climat de confiance avec les familles. Donc, pour ce faire, nous avons choisi d'avoir recours à des pompiers volontaires. Donc, voilà la base en termes de formation. Pompiers volontaires, pourquoi? Bah, parce que d'abord, ce sont des personnes qui sont respectueux de leurs engagements. Deux, quand un pompier part sur un théâtre d'intervention et qu'il arrive, on lui a dit il y a un accident de la circulation, à partir de là, lui, il va trouver une solution. Il dit pas, je l'ai pas vu dans mon manuel de pompier. Il rentre pas à la caserne s'il n'a pas rempli sa tâche. Donc, si vous voulez, pour nous, c'était important d'avoir des gens dignes de confiance, en capacité d'être actifs, proactifs, réactifs, imaginatifs, bref, des gens qui savent ce que veut dire être engagé. Et à partir de là, il n'y a pas eu de problème majeur. C'était donc des pompiers volontaires, donc des gens qui organisaient leur temps, puisque en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut donner satisfaction aux aidants, il faut que la personne qui réalise la mission soit en même temps la personne qui organise sa mission. C'est ça qui est l'élément clé. Et si vous voulez, avec l'application numérique, quand quelqu'un met en place une demande de répit, ben la demande arrive sur les téléphones portables des différents relayeurs, des différents RPO, et il y en a un qui se positionne. Voilà. Et ça, sans intervention de notre part. Vous voyez, c'est ça l'élément important, c'est que là, on responsabilise et on automatise complètement la mise en lien. Mais c'est des humains qui interviennent. Hein. Et je précise, nous sommes intervenus en pleine pandémie. Donc ça veut dire qu'on sait faire, on sait comment réagir, et c'est pas le Covid qui nous fait peur. N'est-ce pas, Candy? Bonne nouvelle alors. Ça fait plaisir de l'entendre. Non, mais je dis ça parce que bon, oui. Des fois on est confiné, hein, donc nous non. Nous, on sait que en période, surtout en période de pandémie, les aidants, on peut pas leur dire, écoutez, on va vous faire un répit au téléphone. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Quand je suis épuisé, parce que ma belle-mère, elle, qui a fait la Java toute la nuit, vous comprenez bien que quand j'ai besoin de faire ma sieste, je peux pas dire, bah, attendez, bougez pas, je mets le téléphone en ligne pour que le téléphone surveille ma belle-mère. Ça n'a pas de sens. C'est des humains qui prennent en charge des humains. Mais simplement, la technologie permet cette mise en lien entre celui qui formule une demande, qui a un besoin, et celui qui va répondre à ce besoin.
D'accord, merci Monsieur Sabin. Donc pendant que vous parliez, il y a eu une question de Daniela qui demande qui finance en fait ce temps de répit. Est-ce que c'est la famille qui finance directement ce temps de répit ou est-ce qu'il y a d'autres dispositions? Alors, concernant l'expérimentation, hein, on parle bien d'expérimentation. Pour les familles, c'était gratuit. Elles avaient comme ça une douzaine d'heures à peu près par mois, d'accord. Et donc, pour les familles, c'était gratuit. Et il y a des familles qui ont peu utilisé ce dispositif, et il y en a d'autres qui l'ont beaucoup utilisé, d'accord. Bon. Donc, ça fait un équilibre. Par contre, les relayeurs, eux, étaient payés. Ils étaient payés 18 € de l'heure. Okay, et cet argent-là provenait principalement de la Caisse générale de sécurité sociale et de l'ARS. D'accord. D'accord, très bien. Ok, merci. Donc, du coup, vous avez répondu à cette question. Donc, il y a François qui demande, les personnes qui viennent à domicile sont-elles formées notamment pour la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées? Et si oui, par qui sont-elles formées, s'il vous plaît? Et il y avait une autre question toujours dans le Alors, peut-être que même champ, oui, mais c'est pour ça, t'inquiète pas. Je complète et ça tombe bien, c'est toujours dans le cadre de la formation. Il y a Marie-Noël qui demandait justement quel est le socle de formation. Ah si, j'ai posé la question. Et où, le socle de formation, ça va oui, englober. Monsieur Sabin disait qu'au début, c'était les pompiers, en fait, la formation de pompiers, il a répondu. Oui. En fait. Mais ça va continuer. Oui. Bon, nous, l'expérimentation avait pour objectif deux choses. Premièrement, la vérification de l'organisation, est-ce que ça fonctionne? Deux, est-ce que l'application numérique répond bien à la contrainte liée à cette demande un peu particulière du répit ponctuel? Les relayeurs n'ont pas été formés à une pathologie en particulier. Mais par contre, on peut imaginer dans l'avenir que si ça se pérennise, il puisse y avoir bien évidemment des formations spécialisées sur tel ou tel type de pathologie. Ça ne pose aucun problème. Mais ce sur quoi je souhaite attirer quand même l'attention, c'est que notre dispositif peut même être repris par des associations où il y a des bénévoles formés à telle ou telle pathologie. Bien évidemment, nous, on n'est pas… l'idée, c'est la mise en lien. Après, une association spécialisée dans l'autisme ou sur la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson pourrait très bien imaginer d'avoir ce type de dispositif pour eux. Donc, voilà, c'est aussi l'autre précision. D'accord, très bien, merci. Oui, vous avez répondu. De toute façon, le chat est toujours là. Alors oui, je vais donner la parole à Madame Clotilde. Clotilde, pardon. Juste avant, il y avait Madame, si je me trompe pas, j'ai plus accès, excusez-moi. Excusez-moi. Bon, Madame Clotilde, allez-y, je vais dire ma question après. Non, c'était juste pour répondre à Monsieur le Maistre pour dire vraiment que effectivement, et appuyer ce que disait Jean, c'est que c'était une expérimentation, mais il n'est pas du tout exclu que par la suite, ces pompiers soient aussi formés à ce type de pathologie, maladie Alzheimer et apparentée, ou alors que le principe soit repris par les associations spécialisées. Voilà. D'accord, très bien, merci. Donc, il y a des questions qui continuent à fuser pendant que vous répondez à chaque fois. Donc, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y avait Madame Ovarbury, que je salue, qui est la directrice de l'association Les Ailes des Anges en Martinique, qui disait qu'elle aussi, qu'elle est confrontée vraiment au coût trop important de la masse salariale des intervenants relayeurs, parce que eux, sur la Martinique, ils ont mis en place le service de relayage ainsi que la bulle d'air nocturne. Donc, pour les participants, je profite pour vous dire qu'à la fin des interventions de nos deux associations invitées aujourd'hui, nous allons vous parler très rapidement des autres structures qu'il existe. Et s'il y en a qui représentent ces structures, vous pourrez donner plus d'informations. Donc, je reviens sur les questions pour Monsieur Sabin et Madame Clotilde. Johanna, tu m'interromps dès qu'il faut que
Madame Gorel intervienne, puisque je ne vois pas vraiment le temps. Il n'y a pas de Donc, souci. d'accord. Donc, du coup, au niveau de l'expérimentation, il y a une question, jusqu'à quand elle se poursuit? Est-ce que vous l'avez dit? Et aussi, donc c'est Daniela qui demande jusqu'à quand elle se poursuit. Et je pense que sa question est orientée, puisqu'ensuite elle demande comment procéder pour faire bénéficier du dispositif à de nouvelles familles. Est-ce qu'il existe un partenariat avec les travailleurs sociaux? Alors, Madame Claudine, votre micro, s'il vous plaît. Ouais. Alors, donc, pour répondre à Daniela, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, l'expérimentation est interrompue. On a arrêté au 31 décembre 2020. Nous espérons pouvoir reprendre très bientôt. Donc, nous sommes en train de travailler à la question. Et autrement, dans ces cas-là, quand on pourra reprendre, pour faire bénéficier du répit aux aidants, il faudra qu'on puisse échanger avec eux et procéder comme on a fait durant l'expérimentation, hein, c'est-à-dire faire une évaluation, ensuite leur expliquer comment ça fonctionne, les placer sur la plateforme et qu'ils puissent ensuite bénéficier du répit. Ça dépendra également du secteur sur lequel on sera. Et la deuxième question, je crois qu'elle demandait si on travaille avec des travailleurs sociaux. Alors moi-même, je suis assistante sociale de formation, donc j'ai un réseau effectivement avec lequel je travaille. Et puis on travaille avec les CCAS en général. Les partenaires privilégiés sont évidemment les CCAS. Hein. Donc où il y a des travailleurs sociaux. Je travaille aussi avec les assistantes sociales du CHU. Donc oui, on a une très forte collaboration avec qui ne s'est peut-être pas encore assez développée parce qu'on n'est pas encore à un régime très actif, mais c'est quelque chose qui, oui, puisque j'ai reçu des appels de services sociaux pour pouvoir faire bénéficier du dispositif aux aidants. Voilà. Donc, il y a beaucoup de demandes hein, alors de votre action. Les gens peuvent du coup vous contacter maintenant et puis dès lors que l'action sera lancée, vous reviendrez vers eux, c'est ça? Oui, alors il y a effectivement, nous avons une plateforme téléphonique, donc le 0590 386 396, où là, effectivement, les gens peuvent poser des questions. Nous, on traite ces questions-là, il n'y a aucun problème, ils laissent leurs coordonnées, on va les rappeler, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La seule chose, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on est en capacité de pouvoir agir et réagir sans aucun problème. La seule chose, c'est que actuellement, l'environnement, et puis c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est un peu difficile à éclaircir pour que nous puissions réaliser notre expérimentation, notre seconde phase expérimentale. Donc, ça, c'est l'élément. Alors, il y a peut-être des gens qui vont poser la question hein, de savoir, mais est-ce qu'on peut télécharger l'application? Parce qu'il y en a d'autres, surtout, non, on ne peut pas télécharger l'application parce que nous nous différencions de tout ce qui peut être les applications disponibles sur Play Store, Google Store, etc. Bon. Par contre, une fois que la personne, la famille est enregistrée sur la plateforme, à ce moment-là, elle a accès effectivement à l'application numérique. Alors, c'est important cette précision. Pourquoi? Parce que si demain matin on dit, voilà, notre application est disponible sur tous les smartphones, vous pouvez télécharger comme vous voulez, vous imaginez bien que si il y a pléthore de demandes et qu'on n'est pas en capacité de répondre à cette demande-là, là, on va frustrer beaucoup de monde. Alors que là, non, on frustre personne parce qu'on dit, non, non, il y a un protocole, des procédures, c'est Candy qui rencontre les familles, qui explique comment ça fonctionne, et une fois que la famille est enregistrée sur la plateforme, après ça, elle utilise l'outil comme elle veut, il n'y a pas de problème.
Ok, ben merci Monsieur Sabin pour cette précision. Merci Madame Clotilde aussi. Donc on perçoit un petit peu mieux votre action sur le terrain en espérant vraiment qu'elle puisse reprendre très rapidement. Donc on rappelle que c'était une action qui est menée en Guadeloupe et donc ça me permet de faire une transition parce qu'il y a aussi de belles actions qui sont menées en Martinique et c'est la raison pour laquelle on va donner tout de suite la parole à Madame Gorel, hein, de l'Association martiniquaise des aidants familiaux pour nous dire aussi ce qui se passe au niveau de la Martinique pour les aidants. Voilà. Et puis, comme on disait, n'hésitez pas à appeler en direct l'association Aidons nos aînés et nos aidants et ils répondront au reste des questions. Voilà. Madame Gorel, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Je crois savoir que la présidente de l'association est également en ligne et je crois savoir qu'elle peut venir sur scène avec nous. Je laisse Madame Ricarche l'inviter. Oui, je fais tout de suite l'invitation. Comme ça, vous pourrez faire votre présentation à 2 voix. Alors, il lui suffira d'accepter. Alors, l'invitation en attente, on devrait bientôt la voir parmi nous. Vous, du coup, Madame Gorel, vous partagez votre PowerPoint, c'est bon? Oui, vous voulez que je le fasse? Très bien. Je vous laisse faire alors. Alors, je pense qu'en attendant l'arrivée de Madame Stéphanie Victoire, vous pourrez commencer. Parce que je l'ai invitée, mais je ne la vois pas encore. Donc, elle arrive dans pas longtemps. Alors, j'essaie de la voir en plein écran, le PowerPoint, mais... Alors, si je chez vous, on ne voit plus. Ben, si vous voulez, je peux faire le partage comme ça, ce sera plus facile pour vous. Et puis, vous me direz diaporama suivant, diaporama suivant. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Ok, très bien. Donc, je le mets tout de suite. Alors, et Madame Stéphanie Victor, apparemment, n'a pas réussi à accepter mon invitation. Donc, lorsqu'elle va réussir, elle va nous rejoindre directement. Mais sinon, je pense que vous pouvez y aller. Normalement, on voit mon écran, si je ne me trompe pas. C'est bon, c'est parfait. Très bien. Donc, je vous laisse passer à la diapositive suivante pour que nous voyions le sommaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'association. Par la suite, je vais vous présenter l'ensemble des actions qu'on a mis en place en 2020, donc de façon non exhaustive, hein, il y en a eu tellement. Et pour terminer, les principaux projets qu'on va mettre en place, enfin, qu'on a déjà mis en place puisqu'on est déjà au mois de mai, hein, mais pour l'année 2021. Donc, je vous laisse passer à la diapositive suivante. Donc, l'association martiniquaise des aidants familiaux a été créée en 2008. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'elle est dans le paysage martiniquais. Elle est née suite à des rencontres avec les différentes institutions, notamment l'ARS, et elle a été à l'initiative d'un psychologue, Monsieur Galva, et d'une présidente d'association, l'ARFA. Et qui se sont rendus compte qu'il y avait un besoin important pour les aidants familiaux. Comme l'a évoqué Monsieur Sabin tout à l'heure, c'était surtout un besoin de répit, de pouvoir se reposer. Donc, comme vous le voyez, sa mission statutaire, proposer des actions pour l'épanouissement des aidants en étant à leur écoute et en leur permettant de partager des temps de répit. Voilà, ça permettait... ces temps de répit permettent aux aidants de se sentir plus à même de soutenir leurs aidés. Aujourd'hui, l'association compte 130 membres, mais il faut savoir qu'elle pourrait en avoir beaucoup plus puisqu'on a plus de 10 000 aidants familiaux en Martinique. Aujourd'hui, nos principaux partenaires, donc ce sont les partenaires institutionnels ARS, IRCOM, Sécurité sociale, mais également la collectivité territoriale de Martinique, les communautés d'agglomération et les municipalités via notamment les CCAS. Quand je vous dis que l'association martiniquaise des aidants familiaux fait partie du paysage martiniquais, elle est reconnue également à l'échelle nationale.
En 2016, elle a reçu du ministère de l'Outre-mer le trophée pour l'appel d'offres de l'économie sociale et solidaire pour l'Outre-mer. Donc, la ministre de l'Outre-mer à l'époque, c'était Madame Girardin. Donc, c'est une grande fierté pour l'association et aujourd'hui, on cherche toujours à se distinguer et à faire tout ce qu'il est nécessaire pour nos aidants familiaux. On le verra pour notamment sur les actions 2021, les projets qui sont en cours pour satisfaire donc au mieux ces aidants. On a également des partenaires privés, notamment le Crédit Agricole, le domaine de la baie qui nous a permis en ces temps de crise Covid d'accueillir nos formations en présentiel, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès au numérique. Donc, le domaine de la baie, grâce à ces espaces, donc qui se trouvent à Trinité, nous a permis d'accueillir en présentiel formation et notamment une cure bien-être qui a eu lieu en 2020. J'aurai le temps d'en parler dans les diapositives suivantes. Très bien. Alors, Madame Gorel, c'est chez vous qu'il y a un bruit de marteau par hasard? Oui, il y a des travaux. Ah, c'est bien ça, d'accord. Non, mais c'était pour être sûr. Allez-y, non, mais on vous entend, ça va. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc on estime à 10 000 aidants familiaux en Martinique. Comme en Guadeloupe, la situation est la même, c'est le vieillissement de la population. Et la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est pas qui va devenir aidant, mais c'est surtout à quel moment. Je pense que malheureusement, on va tous être amenés à être aidant familial. Et aujourd'hui, donc les missions de la MAF pour justement donc qui est centrée sur l'aidant, je le précise. Certaines associations en Martinique sont elles centrées sur l'aider, même si on travaille avec le couple aidant-aidé, mais aujourd'hui notre cœur, c'est vraiment la satisfaction et le bien-être de l'aidant familial. En ces temps de Covid, comme je l'ai dit, encore plus, c'est de rompre l'isolement et surtout, assurer le bien-être de l'aidant pour, comme l'a dit Madame Stéphanie Victoire hier d'ailleurs, c'est pour éviter la non-bienveillance, sans aller jusqu'à la maltraitance, mais voilà, éviter la non-bienveillance envers l'aidé, parce qu'on sait que la pression est importante pour ces aidants. Donc voilà, je vous laisse passer la diapositive suivante. Donc, je l'ai dit, dans ce contexte de crise Covid, l'année 2020 a été une année assez particulière et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec l'Association martiniquaise des aidants familiaux. C'est pour aller vers ce tournant numérique pour pouvoir sortir de l'isolement, mais pouvoir être au plus près de l'aidant, même si on ne peut pas l'être physiquement. Voilà, je suis moi présente sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes qui permettent d'avoir un accès rapide à l'information et surtout pouvoir répondre dans l'immédiat à l'aidant qui pourrait se trouver en détresse. Donc, l'objectif, ça a été surtout de maintenir nos actions et entretenir le lien avec l'aidant de quelque manière que ce soit. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, en règle générale, voilà, ce sont les diverses actions qui ont été menées cette année. On les retrouve de manière régulière et font partie du paysage
chaque année de l'association. Donc, notamment ce qui va être écoute personnalisée, je le disais, hein, dès que un aidant familial se retrouve dans une posture difficile, que ce soit pour lui ou pour son aidé, on répond de manière immédiate à son besoin et on prend rendez-vous, on se déplace vers l'aidant pour pouvoir l'écouter et le rassurer, le conseiller. Voilà, donc les écoutes personnalisées, c'est vraiment un des cœurs de nos actions. Ensuite, on a tout ce qui va être formation, donc formation estime de soi, parce que c'est important de s'aimer pour aimer les autres. Il faut d'abord s'aimer. Et les formations estime de soi se déroulent sur 2 jours et demi. Donc, ce sont des formations qui sont quand même assez denses, mais qui sont vraiment importantes pour valoriser l'aidant dans un contexte familial qui est parfois difficile, en fait. Ensuite, les formations gestes et postures. Là, on va prendre le soin physiquement de nos aidants pour qu'il ait les bons gestes quand il doit s'occuper de son aidé. Cette année aussi a été mise en place donc à 2 reprises sur 3 mois une cure de bien-être. Donc je le citais tout à l'heure au domaine de la baie. Donc tous les mardis, nos aidants, le mardi matin, nos aidants pendant 3 mois avaient le privilège de se faire coucouner et au-delà des massages, des activités sportives également, en piscine notamment, il y avait des échanges, des groupes de parole. Voilà, donc c'était vraiment un moment de répit le mardi matin pendant 3 mois pour une quinzaine de nos aidants. Grâce notamment au financement de l'IRCOM. Il faut penser à citer nos partenaires institutionnels qui, sans eux, nos actions seraient beaucoup plus difficiles à mettre en place. On a également mis en place des ateliers culinaires. Donc, c'est pareil sur, si je dis pas de bêtises, 2 sessions de 4 mardis avec deux diététiciennes et toujours dans cette optique de mieux se nourrir pour être mieux en forme et puis pouvoir décharger aussi la façon de cuisiner aussi et qui nous montre un état d'être et voilà, de pouvoir se décharger. Malheureusement aussi, on a dû mettre en place, malheureusement, une conférence sur la crise suicidaire. Ça a été vraiment aussi un moyen, un espace de décharge et d'échange. Savoir qu'on n'est pas les seuls en souffrance, c'est aussi important. Et enfin, va être distribué, c'est en cours d'impression, mais un outil de prévention Covid mis en place par Monsieur Duranty, qui est sociologue et qui dans cet outil valorise la pharmacopée de Martinique, voilà, pour se prémunir des risques liés à la Covid. Voilà. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, les projets pour 2021, donc, c'est pouvoir développer notre réseau de proximité. Encore une fois, avec le confinement, les périmètres de sortie autorisés, tout le monde n'a pas forcément accès à l'information et le réseau de proximité via la formation d'aidants familiaux, c'est d'aller au contact d'autres aidants familiaux dans un même secteur, dans un même quartier, pouvoir se déplacer et encore une fois, pouvoir discuter, échanger et avoir une facilité d'accès à l'information. Donc, c'est un réseau qui existe déjà, mais qui est primordial de développer. Aujourd'hui, il y a énormément de quartiers isolés et de personnes isolées qui n'ont pas forcément la possibilité de conduire ou même de laisser son aidé pour pouvoir entamer ces démarches administratives. Donc, le réseau de proximité est là pour ça. Ensuite, on va également travailler sur le relayage. Donc, on en a vu un aperçu avec Monsieur Sabin. Là, on est sur du relayage sur
le temps d'un week-end. Donc là, on est vraiment aux prémices puisqu'il faut qu'on travaille avec des partenaires. Nous, en tant qu'association, seul, on ne peut pas le faire. Donc, on essaie de travailler en réseau pour pouvoir mettre en place ces temps de répit pour nos aidants et via d'autres associations, comme je le disais, qui, elles, mettent en place des temps de répit pour les aider. Et enfin, et ça c'est notre plus grande fierté, encore hier on était en rendez-vous avec les institutions, c'est l'école des aidants. Donc l'école des aidants, ça sera un lieu physique où vont être concentrées et toutes les informations, c'est centraliser l'information et également centraliser les lieux de formation. C'est dommage que Madame Stéphanie Victoire ne soit pas avec nous. Je pense que elle serait très fière de parler de ce projet. Je pense qu'elle pourra nous rejoindre tout à l'heure quand il y aura les questions. On va réessayer. Mais voilà, enfin l'école des aidants, c'est vraiment aujourd'hui, il est difficile de savoir où est l'information, les aidants, quels sont leurs droits. Donc aujourd'hui, l'école des aidants va permettre de pouvoir conseiller, orienter, tout en faisant au préalable un bilan des besoins, parce que au-delà d'une demande d'information, on peut se rendre compte qu'il y a des besoins en formation. Et voilà, l'école des aidants va permettre de centraliser tout ça. Et puis l'aidant, quand il se présentera à l'école, donc on va lui faire un bilan, il y aura un suivi derrière en fait. On va lui donner l'information et débrouillez-vous avec ça. Il y aura vraiment un suivi derrière pour savoir s'il a eu son information et finalement, au-delà du fait qu'il ait eu son information, est-ce que d'autres besoins ont découlé? Voilà, il y aura ce qu'on appelle un parcours de l'aidant familial au sein de l'école. Bonjour Madame Stéphanie Victoire, je vous laisse mettre le micro pour nous saluer. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Je suis arrivée à me connecter, c'est très bien. Bienvenue parmi nous. Quand tu parlais de l'école des aidants, notre petit bébé qui prend forme, qui prendra naissance bientôt. C'est vrai qu'hier nous étions au SGAR avec toutes les institutions pour mettre en place cette école qui va permettre aux aidants de mieux accomplir leur quotidien. Mais nous oublions trop souvent les jeunes aidants. Parce que parfois, ces jeunes aidants mettent leur vie entre parenthèses. Et quand la personne aidée s'en est allée, ils se cherchent. Ils ne savent plus que faire. Ils ne savent plus s'il faut reprendre le même travail qu'ils avaient. Donc, l'école va leur permettre de reprendre confiance en eux, peut-être de se réorienter, puisqu'on va se doter de professionnels pour le développement des compétences, tout et tout, pour les jeunes aidants. Ça, il ne faut pas qu'on oublie les jeunes aidants parce que de plus en plus, il y a des malades. Il y a des malades et il y a des jeunes qui s'occupent d'eux. C'était ce que je voulais simplement ajouter à ta présentation qui je trouve exceptionnelle, Madame Borel. Merci. Je pense que vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, Suzy, juste, on n'est pas en plein écran pour la diapo, donc je ne sais pas. Est-ce que... Voilà, merci. Alors, allez-y, Madame Gorel. Je vous en prie. Sur cette diapositive, vous retrouvez l'ensemble des coordonnées de l'association, donc l'adresse physique, l'adresse mail et le numéro de portable. Donc, je suis physiquement dans nos bureaux le mardi et le jeudi. Et
Alors, on a perdu du coup les coordonnées. Bon, je Mais les c'est pas remets. grave, on va les remettre dans le chat, pas de souci. Voilà, donc je suis physiquement présente le mardi et le jeudi matin. Voilà, donc c'est pour éventuellement une première approche ou si vraiment il y a des besoins urgents quant aux droits de nos aidants. Aujourd'hui, c'est leur principale préoccupation, c'est pouvoir accéder à leurs droits au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Gorel, pour cette intervention. Et bien, du côté de la Martinique aussi, il y a de belles choses qui se passent et notamment les personnes saluent la nécessité aussi de penser aux aidants les plus jeunes hein, qui prennent en charge Oui. leurs parents ou autres, donc des mineurs d'ailleurs. Oui, Donc, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, continuez dans cette lancée. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions spécifiques sur, voilà, on a remis le contact de l'association martiniquaise des aidants familiaux et on va aussi les remettre dans le chat. Et donc, voilà, je n'ai pas vu d'autres questions spécifiques sur vos actions qui sont assez nombreuses, hein, d'ailleurs, en direction des aidants. Alors, je vois que Suzy a des petits soucis de connexion, mais c'est pas grave. On précise aussi que le nombre des aidants familiaux jeunes sont en augmentation. On l'imagine aussi. OK. Alors, pour répondre à Madame Valois, donc… oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de voir. Voilà, tout à fait. On s'occupe des aidants sur toute la Martinique. Aujourd'hui, l'école des aidants, on va essayer de la centraliser géographiquement et mettre en place des navettes pour que nos aidants puissent y accéder facilement, mais on est sur toute la Martinique. D'accord, ok. Donc, vous couvrez tout le territoire. Ça, c'est bien. Voilà. Et donc, François qui rajoute qu'il serait nécessaire d'avoir un guichet unique pour les aidants. C'est vrai que c'est l'objectif voilà, de l'école des aidants, de pouvoir rassembler l'information et éventuellement nos partenaires en un même lieu pour pouvoir voilà, faciliter le quotidien administratif et de répit de nos aidants. D'accord. Et il y a encore des messages, notamment Josette, qui dit qu'elle apprécie vos actions sur le territoire pour se retrouver, pour se ressourcer et pour se sentir aimé. C'est important. Bonjour à elle et merci de son implication surtout parce que aujourd'hui l'association fonctionne beaucoup avec nos membres qui s'impliquent auprès des autres aidants de Martinique. Ok, ben, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, je ne vois pas d'autres questions sur vos actions. Donc, ça nous permet, nous, de poursuivre parce qu'on a présenté l'association Aidons nos aînés et nos aidants sur la Guadeloupe. On vous a présenté, vous, l'association des aidants martiniquaises des aidants familiaux également qui œuvrent. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres actions sur nos territoires respectifs qui sont aussi en place, notamment pour la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que Suzy nous a quittés, donc elle ne peut pas passer le PowerPoint, mais notamment pour la Guadeloupe, on a une plateforme de répit qui s'appelle la plateforme Aloïs, qui est basée sur la Basse-Terre et donc qui propose aussi des actions d'accompagnement aux aidants, un suivi social, un suivi psychologique aussi, et puis d'autres actions autour de groupes de parole comme le Café des aidants. Et donc, on mettra également leurs coordonnées pour que vous puissiez les contacter. Donc, ils desservent toute la Guadeloupe, si ma mémoire est bonne. Et puis, on a une autre action également de l'association de services et d'accompagnement des seniors
donc qui est basé sur les abîmes et qui est présidé par Germain Mondésir. Je l'ai vu aussi dans le chat qui est intervenu et donc qui mettent en place des actions en faveur des aidants également. Dans le cadre justement de la conférence des financeurs, ils ont obtenu un financement pour pouvoir mettre en place d'ici le 1er juin des actions. Alors, 2 actions principales. Je vois que le président Germain est en train de commenter, donc il va pouvoir nous dire aussi quelques mots tout à l'heure. Donc, comme je disais, 2 actions dont l'objectif est de donner des outils à l'aidant pour prévenir l'épuisement. C'est vrai que ça a été finalement votre objectif à tous, hein, de prévenir cet épuisement aux côtés des usagers, des personnes en perte d'autonomie, aux côtés du proche. C'est vrai que c'est important de pouvoir prévenir cet épuisement. Donc, une première action d'accompagnement des aidants qui est intitulée « Être à l'écoute de soi et prendre soin de soi ». Et une deuxième action qui est un groupe de parole pour intituler « Favoriser l'expression et le lien avec d'autres aidants ». Donc, ces 2 actions portées par l'association et de services d'aide et d'accompagnement aux seniors. Voilà, donc ce seront des actions en distanciel, hein, essentiellement, qui vont permettre de se regrouper en audioconférence par petits groupes de 10 personnes autour de qu'est-ce que les dents, comment faire justement quand on est face à une situation qui est difficile. Donc, il y aura un partage d'expérience entre tous les aidants. Voilà, alors, Suzy a des problèmes de connexion parce qu'elle nous aurait parlé un petit peu des actions sur la Martinique. Ce que je peux faire, c'est inviter le président Germain Mondésir pour qu'il puisse donner aussi quelques informations concrètes. Voilà, concrètes. J'invite Monsieur Mondésir. Est-ce qu'il est là? Alors, Monsieur Mondésir, il faut valider l'invitation. Bon, ça fonctionne pas. Le temps qu'il nous rejoigne, c'est pas grave. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est partager le document. Les petits soucis techniques sont plus importants aujourd'hui qu'hier. Donc, ça ne nous permet pas de vous donner l'information de façon fluide, mais c'est pas grave, hein. On continue. Hop. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président Mondésir Germain. Bonjour à tous. Il faudrait parler un petit peu plus fort. Donc, vous êtes le président du service d'aide et d'accompagnement aux seniors et vous allez nous présenter, voilà, les actions que vous allez prochainement mettre en place. Oui, juste faire un petit rappel que le SAS, c'est le service d'aide et d'accompagnement aux seniors, ayant pour mission principale d'évaluer les besoins des retraités dans le souci de mettre en place les plans d'action personnalisés, favorisant leur maintien à domicile et en partenariat avec la CGSS et les autres structures, le MSA. Parlez juste un petit peu plus fort, Monsieur Mondésir. Oui, je disais que les missions essentielles sont d'évaluer les besoins de retraités et dans le souci de mettre en place des plans d'action personnalisés pour les maintenir à leur domicile
et en partenariat avec les différentes structures comme la CGSS, le MSA, le SSI, les autres structures. Donc, par ailleurs, à côté de cela, justement, nous avons, comme c'est de l'accompagnement, nous avons mis en place quelques actions qui est en dehors de l'évaluation, ce dont vient de parler Joanna Thomas, qui consiste à accompagner les aidants dans différentes missions. Par exemple, à l'écoute du soi. Ça me paraît être important puisque c'est l'accompagnement, être à l'écoute de soi et prendre soin de soi. Le constat est que très souvent, l'aidant ne sait même pas qui il est. Et ça nous importe beaucoup parce qu'on se dit, mais on aide, mais on ne sait même pas qui on est et on n'entre pas en soi, on ne se visite pas pour savoir qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on va devenir, qui on est. Donc, c'était un petit peu notre mission, c'était dans cette action-là, c'était de comprendre le rôle, son rôle d'aidant et ses limites. C'est important. Limiter aussi les risques d'épuisement et être aidé sur le plan et être aussi aidé sur le plan associatif et administratif. Parce que quelque part, l'aidant ne sait même pas où faire ses démarches, auprès de qui il doit faire ses démarches. Donc, il ne sait pas qui il est vraiment dans son rôle d'aidant. Donc, c'était un petit peu cet accompagnement-là. Et donc, c'était les objectifs. Donc, qui est le proche des aidants, les aides existantes, vous en avez parlé dans l'autre conférence, c'est important de savoir. Repérer aussi les signes d'alerte et prévenir l'épuisement. Très souvent, il n'y a pas ce repère-là et on ne sait pas à quel moment on l'est limité. Et la gestion des émotions aussi, par moment, ressentir des fatigues, ressentir des émotions. Et ça aussi, c'est pouvoir accompagner les aidants dans ce cadre-là et faire face à des situations de rupture et d'usure. C'est un petit peu le but de ces séances. Ces séances sont collectives, hein, et de chacun 46 minutes réparties sur 10 mois en audioconférence avec pour objectif de prévenir ces risques dont je parle tout à l'heure. Les bénéficiaires étant des personnes qui se situent sur des zones blanches déterminées par le conseil départemental, donc dans les zones blanches. Donc voilà un petit peu la première action, qui est le projet d'accompagnement aux aidants. Et la deuxième action, dont faisait écho, c'est dont vous faites aussi en Martinique, c'est le groupe de parole, favoriser l'expression et le lien avec d'autres aidants. Et ça aussi, c'est pour nous la façon aussi de rompre cet isolement des aidants, parce que très souvent, et vous le constatez, vous qui allez sur des territoires, que par moments, les aidants sont avant tout et souvent plus malades tout le long de leur trajet d'accompagnement que les propres personnes qu'ils aident, quoi. Et ça aussi, c'est important. Il faut savoir que toutes ces mesures sont encadrées par des professionnels, des psychologues, des sociologues, et qui sont des intervenants sur les différents projets. Et surtout, dans l'un de ces projets, dans le groupe de parole, c'est surtout faire comprendre que le proche doit accepter la maladie de son proche, accepter sa situation d'aidant et comment faire face à cette situation d'aidant. Parce que c'est la plupart du temps où les gens se disent, moi je fais ça, et à un moment on devient aidant par défaut, on devient aidant parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient relayer, et très souvent, ça c'est une des problématiques. Quelquefois aussi, mettre en place les différents ateliers qui consistent. Vous avez encore 2 petites minutes, Président. 2 petites minutes, je vais vite. Oui. Mon désir germain, allez-y. Oui, je vais vite. Concilier surtout la vie professionnelle et la relation d'aide. Dans la relation d'aide, la vie professionnelle et la relation d'aide. Ça aussi, ce sont des ateliers qui sont importants parce que des fois, les gens n'arrivent pas à concilier les deux et puis claquent. Voilà un petit peu, nous avons un autre atelier, mais bon, comme Joanna en a fait, il n'y a que de 2, mais nous avons 3 ateliers un petit peu dans ce sens-là, mais que nous faisons justement à distance et en visio pour les raisons sanitaires que vous savez. Merci beaucoup, Monsieur Mondésir. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, les 2 autres actions qu'on a brièvement présentées
enfin, celle de Monsieur Mondésir, service d'aide et d'accompagnement aux seniors, et puis celle qui a été approfondie un petit peu en amont par Monsieur Sabin et Madame Clotilde. Mais je voulais aussi la diapo, Suzy, où on parle de la plateforme de répit, voilà, que j'ai présentée plus rapidement. Voilà, donc Aloïs, dont je parlais tout à l'heure, qui est porté par l'association Assistance 2000, dont vous avez les coordonnées au milieu. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux en cas de besoin. Suzy, tu peux nous en dire plus sur les autres actions qui n'ont pas pu être présentées ce matin et qui se passent néanmoins en Martinique? Ah, il n'y a pas le son. Elle peut pas, malheureusement. D'accord. Et OK. là, vous Ah, m'entendez? parfait. Je vais y arriver. Je suis vraiment, vraiment désolée, mais il y a de graves soucis là d'internet et je suis très embêtée parce que j'ai raté plein de choses. Mais bon, alors pour vous en dire un peu plus, comme vous pouvez le voir en termes de plateforme de répit et d'accompagnement des aidants familiaux en Martinique, il y en a 2. Donc tout d'abord, il y a la case Grand Moon qui se situe à Fort-de-France, donc qui propose principalement 5 formules. Donc la première, c'est le répit de l'aidant du malade accueilli. Donc, c'est-à-dire que l'aidant bénéficiera d'un répit par l'hébergement de son parent dans une structure d'accueil. Et en fait, la case Grand Moon se veut vraiment de donner l'accès et la possibilité aux aidants familiaux d'avoir un réseau de structures qui peuvent accueillir la personne aidée. La deuxième Il y a formule, juste c'est une le... petite précision, Suzy, dans le chat Oui, qui dit que maintenant, ça s'appelle la SSCAM, la SCAM peut-être, depuis le 1er avril 2020. Juste une d'accord. Eh petite ben, précision. je vais modifier. Merci, Oui, Madame Célia, si je ne me trompe pas. Du oui, coup, donc la Valois. SCAM. Case Grand Moon qui est devenue la SCAM. Donc la deuxième formule, c'est le répit de l'aidant du malade donc au domicile. Donc il y a un réseau de partenaires qui agissent au domicile de la personne aidée. Ils font aussi de l'accompagnement thérapeutique, du répit grâce aux actions collectives. Donc ça peut être des groupes de parole, des ateliers culturels, du sport, etc. Et pour finir, les séjours vacances. Mais vu qu'apparemment Célia est présente, donc ah oui, et ils sont maintenant à Saint-Joseph, donc plus à Fort-de-France, mais à Saint-Joseph. Donc du coup, si Célia pourra venir vers moi plus tard pour que j'actualise les informations, ce sera volontiers. Ensuite, la deuxième plateforme de répit et d'accompagnement des aidants en Martinique s'appelle Eau de Mélisse et elle se trouve au Morne Rouge. Donc, c'est une plateforme d'accompagnement et de répit aux aidants familiaux, mais plus en fait de personnes aidées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Donc, voilà pour les plateformes de répit en Martinique, les principales plateformes. Ensuite, il y a d'autres associations et structures, bien sûr. Est-ce que, Johanna, je dois continuer avec les autres ou tu en as Oui, déjà vas-y. parlé? Vas-y pour celle de la Martinique. En fait, j'ai parlé de celle de la Guadeloupe et tu peux D'accord. continuer pour la Martinique. D'accord, ben je continue, merci. Alors, je ne sais pas si, parce que je sais que la directrice de l'association Les Ailes des Anges est présente, je ne sais pas si elle a déjà parlé ou pas, mais si elle n'a pas parlé, ben, juste Non. pour vous dire que l'association se trouve au Lamentin et qu'elle est principalement connue, si je ne dis pas de bêtises, pour son service de relayage. En fait, c'est une expérimentation de relayage, donc qui consiste en gros à proposer des services aux personnes dépendantes et des services de la vie quotidienne pour pouvoir permettre à l'aidant d'avoir un moment de répit. Donc, ça se trouve à domicile. Donc, les coordonnées sont affichées. Il y a aussi la structure donc qui se trouve à Trinité, Naradom Service, qui est aussi connu principalement pour son expérimentation de relayage. L'activité principale de cette association, c'est l'aide à domicile des personnes âgées. Mais pour les aidants familiaux, ils font des services de relayage, donc vous pourrez directement les contacter. Donc, Johanna, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais nous mettrons à disposition le diaporama ultérieurement.
avec Une les piqûre de informations. rappel, c'est toujours Voilà, bien. voilà, c'est ça. Et ensuite, pour terminer, donc il y a d'autres associations, hein, bien sûr, qui œuvrent pour les aidants familiaux en Martinique. Donc il y a, donc là c'est Guadeloupe. Donc Martinique, on a eu la présentation par Madame Gorel ainsi que par Madame Stéphanie Victoire que je n'ai pas pu voir moi personnellement. Donc la MAF. Mais il y a aussi l'association de la Maison des aidants familiaux en Martinique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là lors de notre webconférence d'hier, nous avions reçu Madame Pamphile, la présidente, avec un beau témoignage en tant qu'aidante familiale. Et cette association se trouve au Lorrain et elle œuvre vraiment pour le bien-être en fait de l'aidant familial, pour aller rapidement. Et pour finir, j'ai trouvé de l'information en termes de soutien et de formation des aidants familiaux en Martinique. Donc, il y a l'association d'aide à la réinsertion des personnes handicapées suite à des accidents, donc l'ARFA, qui propose un dispositif d'aide et de soutien de formation aux aidants familiaux. Donc, cette association se trouve à Fort-de-France. Et il y a aussi l'IREPS, vous savez, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Martinique, qui se trouve au Lamentin et qui, missionné par l'ARS Martinique, propose une formation aux aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies chroniques. Donc voilà, en gros, les structures qu'il existe en Martinique, que j'ai pu identifier, bien sûr. S'il y en a d'autres, j'invite les participants à me faire signe. Et Voilà, pareil au Chouane. niveau de la Guadeloupe. Merci beaucoup, Suzy. Pareil au niveau de la Guadeloupe, ne pas hésiter aussi si vous avez d'autres connaissances de d'autres actions sur le territoire en faveur des aidants familiaux. En France Asso Santé, on n'a pas toutes les connaissances, donc partagez avec nous ce que vous connaissez. Comme ça nous permet d'alimenter notre document qui sera mis donc en ligne dès la semaine prochaine et vous retrouvez toutes les informations des 3 webinaires que nous avons pu organiser. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que nos 3 rendez-vous touchent à leur fin. On voulait, avec Suzy, vraiment remercier toutes les personnes, tous nos intervenants, déjà depuis mardi, qui nous ont apporté leur contribution, leur connaissance, donc dans le monde, dans le secteur des droits en santé, dans le secteur des droits des aidants aussi, et maintenant, aujourd'hui, sur toutes les actions qui sont mises en place en faveur des aidants. Donc, merci pour ça. Merci aussi à nos présidents de délégation France Asso Santé Martinique et France Asso Santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy pour leur soutien au quotidien, leur militantisme et puis leur activité au quotidien à nos côtés. Et puis enfin, un petit coucou à Audrey aussi, je sais, qui est de France Asso Santé Martinique et qui a géré toute la partie inscription, etc. Est-ce que j'ai oublié d'autres remerciements, Suzy? Non, Johanna, tu as remercié nos intervenants, nos présidents de délégation également. Voilà. Et du coup, et merci aux participants. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Et je pensais que tu allais finir avec le petit sondage habituel. Donc oui, vraiment un grand merci aux participants qui ont été là sur les 3 jours. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se libérer parce qu'engagées par ailleurs, mais qui vont regarder le replay. Donc, merci à vous aussi de nous soutenir. Est-ce que tu as un petit bilan chiffré pour aujourd'hui à nous communiquer, Suzy? Oui, alors en termes de connectés, donc nous étions à en moyenne 70. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Nous étions à 89 personnes connectées aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Je profite pendant que je regarde le sondage. Donc, j'ai demandé aux participants s'ils connaissaient les associations AMAF et A3A avant cette conférence. À 18%, les personnes ont répondu oui, qu'elles connaissaient les 2 associations. À 41%, oui, mais uniquement la AMAF.
À 42% non. Alors, il y a des gens qui sont en train de répondre toujours, donc ça change mes pourcentages. Mais en gros, il y avait plus de oui pour oui, ils connaissaient l'association, les associations. Mais je pourrais faire un bilan définitif à la fin, puisque là, en fait, il y a des gens qui répondent, donc ça change les pourcentages. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça nous donne une première approche. Voilà. Et ça aussi nous conforte dans l'idée que ces rendez-vous sont importants et qu'il faudrait les renouveler un petit peu plus régulièrement. Mais vous savez aussi que France Asso Santé, c'est des bénévoles avant tout, d'associations qui militent déjà chacune dans leur secteur. Donc, c'est la raison pour laquelle on leur dit un grand merci et qu'on essaie au mieux de diffuser l'information sur les droits des usagers en santé. Merci beaucoup. Merci à chacun et rendez-vous au prochain webinaire ou enfin à la prochaine conférence. J'espère qu'on va revenir au physique, au présentiel bientôt. Merci, Monsieur Sabin. Merci, Madame Clotilde. Merci, Madame Gorel et tous les autres intervenants. Merci à vous pour l'accueil et pour l'organisation. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous pour la participation. Merci. Du coup, je termine.